Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Woerth. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Oise et secrétaire général en charge du projet de ce même parti pour vous interviewer. Aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Éric Woerth, agression antisémite à Marseille contre un enseignant. Il se revendique d'ailleurs de l'État islamique radicalisé via Internet, dit-on. N'est-ce pas là les limites de l'état d'urgence? Comment faire valoir cet état d'urgence sur Internet, par exemple? En tout cas, c'est un drame, un nouveau drame, comme il y en a malheureusement de plus en plus. Il est antisémite. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'actes antisémites. Le ministère de l'Intérieur le dit lui-même, la communauté juive le dit elle-même. Donc c'est quelque chose de terriblement, enfin, qui interpelle toute la société française. Mais tous les jours, on va de tragédie en tragédie, de drame en drame, et de sujets qu'on a bien du mal à expliquer. Cet adolescent, on a du mal à expliquer comment il se radicalise tout seul devant son ordinateur. Voilà, donc on est en phase de... Mais l'état d'urgence sur Internet, il s'applique pas? Comment on doit faire en sorte que toute consultation de sites djihadistes régulière doit être sanctionnée pénalement de façon très, très lourde. Nous l'avons proposé à plusieurs reprises et on espère bien que ce sera inscrit dans la loi dite Taubira qui viendra en complément de la réforme constitutionnelle. Vous dites loi Taubira, pour vous, il y a une seule voix unanime de la part du gouvernement et je veux dire, pour vous, il n'y a pas de débat sur la déchéance, vous voterez de toute façon, a priori... Il y a débat sur la déchéance, sur l'état d'urgence, sur la réforme constitutionnelle. Nous, on a indiqué qu'on serait cohérent avec nous-mêmes et que c'est l'intérêt du pays, donc il faut être absolument clair sur ces sujets, comme d'ailleurs sur tous à mon avis, mais sur celui-là, il faut l'être probablement encore plus. Le président a choisi la forme. Il n'avait pas besoin de la Constitution, bon, tout ça nous le savons, nous l'avons dit, mais enfin, il faut aller plus loin. À partir du moment où on peut envoyer des signaux à la société française sur l'état d'urgence, et il faut conforter l'état d'urgence sur le plan juridique, et puis en même temps mettre en œuvre cette mesure de déchéance de la nationalité pour les binationaux, il faut le faire. Nous, on a demandé que l'ensemble des textes soient sur la table. À partir du moment où une opposition vote pour une majorité, c'est possible. Certains ont demandé l'union. Donc, on l'a fait autour d'un texte d'une certaine façon, mais pas n'importe comment. Donc, les textes d'application, parce que la Constitution, c'est un peu général. Donc, les textes d'application de cette mesure, comment ça va s'appliquer, comment ce sera effectif, on demande qu'ils soient sur la table en même temps que la réforme constitutionnelle. On demande d'autres choses également. Et ça, ce sera le débat que nous aurons au Parlement, puisque le président a choisi la voie parlementaire. Véronique Jacquier. Sur Christiane Taubira, peut-elle porter une loi qu'elle ne défend pas? Moi, je pense pas du tout. Christiane Taubira, c'est un peu là le petit canard dans enfin, c'est pas la seule d'ailleurs, mais dans le gouvernement. Donc, il y a une incohérence complète dans la position du gouvernement sur un tel sujet. C'est une ministre qui porte, tout ça semble tellement évident, c'est une ministre qui porte un texte et pas vraiment d'accord avec ce texte, on demande ce qu'il fait là, et un gouvernement incohérent, ça provoque une politique incohérente. On peut vraiment se poser des questions sur tout ça. Et c'est la faiblesse du président, c'est pas la faiblesse de Madame Taubira. Elle provoque, c'est son truc, c'est sa manière de faire. Elle fera mieux de s'occuper de son ministère. Enfin, en même temps, c'est la faiblesse du président que de la conserver à ce poste à partir du moment où il y a une telle provocation. Gilles Leclerc. Une des réponses, mis à part les mesures sécurité, c'est aussi les mesures éducatives. Est-ce que le plan jeunesse proposé ou les pistes pour la jeunesse proposées par François Hollande hier vont dans le bon sens? Par exemple, d'allonger à une semaine la journée de défense actuelle, ou faire en sorte que la moitié d'une classe d'âge en 2018 puisse avoir accès au service civique citoyen. Ce sont de bonnes mesures pour vous? C'est des intentions. Tout ça ne se réalisera pas. On voit bien que le service civique, c'est compliqué. Vous dites pas chiche? Non, on dit chiche tout le temps maintenant, ça veut strictement rien dire. Je pense que c'est surtout pois chiche, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'idées là-dedans, extrêmement peu d'idées. Sans arrêt, on a évoqué ces points-là. Et le président de la République, il a été élu sur un vibrant appel à la jeunesse. Et quand on passe, ce qu'il a dit, de 300 millions à 1 milliard pour le service civique, oui, c'est quand même avec des quel moyens. argent? Tous les objectifs de réduction de nos déficits publics, qui ne sont pas des objectifs comptables. Si c'était de la comptabilité, je ne serais pas là pour en parler. C'est important la comptabilité, mais c'est pas là. Ça veut dire, au fond, qu'on abandonne au fur et à mesure notre souveraineté, notre indépendance financière, c'est notre souveraineté, au même titre que la souveraineté militaire. Et on a l'impression que
toutes les vannes sont ouvertes aujourd'hui. Il n'y a plus les fameux critères, le fait de réduire les déficits, baisser les dépenses, ça n'existe plus. Le président d'ailleurs a fermé la porte le jour où il a indiqué qu'il n'y avait plus de priorité dans ce domaine-là. Et on le voit bien, mettre 700 millions de plus par rapport aux 300 millions d'aujourd'hui dans le service civique. D'abord, alors ce qui est rassurant... Oui, mais qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour remplacer le service militaire? Il ne les dépensera pas. Parce que le service civique, c'est assez bancal. En réalité, il n'y a pas de postes qui sont aujourd'hui alors, proposés. justement, quelle est la bonne solution pour remplacer le service militaire? Parce que parmi les politiques, vous êtes de plus en plus nostalgique à évoquer un service militaire de remplacement pour cette jeunesse. Je ne suis pas nostalgique du service militaire, je ne suis pas nostalgique de la France d'avant. Je suis en plein d'espérance de la France d'après, de la France de nos enfants, justement. Et la France de nos enfants, elle a besoin de choses extrêmement simples. Elle a besoin d'une éducation nationale qui aujourd'hui se reprenne. Aujourd'hui, il y a trop de décrocheurs, de gens qui n'arrivent pas à apprendre à lire. On parle de numérique, mais enfin parlons d'alphabet aussi, d'alphabétisation. Il n'y a pas que la numérisation, il y a le numérique et l'alphabétique. Et l'alphabétique, c'est d'abord que les gens apprennent à lire. Il y a 20, 30, 40% de gens qui ont du mal aujourd'hui à lire. Tous ces sujets-là, il faut les reprendre totalement. Et rien n'est fait dans le domaine de l'éducation nationale. Il y a tous les systèmes de formation et d'apprentissage. On le dit depuis des années, depuis 3 ans, l'apprentissage baisse. Ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Le président, il ferait mieux d'avoir fixé son truc sur l'inversion de la courbe de l'apprentissage. Là, ça me semble plus sérieux. Et puis, il y a évidemment, au fond, la jeunesse, elle fait partie du pays. Et dans le pays, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le pays retrouve de la croissance, que quelqu'un puisse faire des études, qu'il vive décemment, puis à un moment donné, qu'il trouve du travail. C'est ça, le bon sens. Et tout ça est absent des propositions de François Hollande. Éric Woerth, on passe un peu à ce qui se passe du côté des Républicains. On est à presque à 1 an de la présidentielle, à quelques mois de la primaire. On regarde les chiffres ce matin dans le sondage Ipsos, il y a un décrochage de Nicolas Sarkozy dans l'opinion en général, et ce qui est peut-être un peu plus nouveau, apparemment dans votre camp, dans le camp des Républicains. Comment vous expliquez ça au fond? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce qu'il faut y voir autre chose? Bon, vous savez ce qu'on dit des sondages. Moi, je pense que tout le monde est très prudent, d'Alain Juppé à Nicolas Sarkozy, en passant par les autres candidats à la primaire. On verra bien. La primaire n'a pas commencé, donc les sondages ne mesurent pas la primaire. La primaire n'a pas commencé. On verra quand elle commencera. Dans une compétition, il faut faire partie de la compétition pour être mesuré. Sinon, le chrono, il veut pas dire grand-chose. Donc, nous verrons bien. Il y a d'un côté un président des Républicains, c'est une tâche assez ingrate. Il y a d'un côté le président des Républicains dans un parti politique avec évidemment beaucoup souvent de critiques sur les partis politiques, même si on engrange énormément d'adhésions aujourd'hui jour après jour. Autant que prévu, autant que prévu. Oui, on est quasiment à 240 000 adhésions. Il y en avait 210 000 la semaine. Mais vous vouliez l'année être dernière, à donc 300 000. Non, mais vous vouliez être 300 000 le chiffre. Oui, mais tous à la les fin de chiffres avaient l'année. été fixés. Xavier Bertrand, quand il Non, était mais- secrétaire général Non, mais de Éric l'UMP, il Woerth, avait fixé Éric aussi des chiffres. Woerth, sincèrement, est-ce qu'il y a un effet Sarkozy, notamment sur la question des adhésions, depuis que l'ancien président est à la tête des Républicains? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose en ce moment au sein des Républicains? Il y a quand même Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, qui a été très virulent avec Nicolas Sarkozy. Il lui demande de changer d'entourage et de méthode. Semble-t-il. Sans raison. Enfin, j'aime beaucoup Gérald, on a travaillé ensemble, mais sans raison sérieuse. Donc, moi, je ne vais pas Non, rentrer dans sans les raison polémiques. sérieuse, il dit- Sans raison sérieuse. Il Est-ce dit... qu'il n'y a pas, Non, non. ce que veut dire un peu Véronique, est-ce qu'il n'y a pas un petit climat? Il y a eu ce qui s'est passé avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Gérard Darmanin, jeune espoir candidat républicain qui quitte la Oui, direction. enfin, il y a aussi Bon, ce qui comment- se passe avec, il y a Oui. ce qui se passe avec d'autres, avec Gilles, enfin avec d'autres. Il y en a Non, mais beaucoup d'autres, Nicolas avec Sarkozy Chapelle, est quand même etc. contesté par certains Oui, dans mais son parce qu'on propre camp. parce qu'on Bon. fait plus l'unanimité aujourd'hui dans des grands partis politiques et dans le monde tel où on vit, on fait plus l'unanimité, à part au Front National, mais qui est un pays. Ah non, Alain Juppé en ce moment. très Il y a un moment Juppé, non? Est-ce qu'il y a un moment Juppé? Mais il n'y a pas non plus une unanimité autour d'Alain Juppé. Enfin, chaque fois, ce sont des gens de qualité. Les Ils mènent proches des d'Alain projets. Juppé ne sont pas en train de détracter, enfin de critiquer Alain Juppé. Il n'y a pas de charge contre Alain Juppé. Non, mais enfin, je veux dire, les autres étaient peut-être pas des proches de Nicolas Sarkozy, je n'en sais rien. Ils sont proches, vous savez, ça dépend des sondages, pour tout vous dire. La proximité, ça dépend du sondage. C'est la grosse planète attire. Il y a un pouvoir d'attraction, ça s'appelle la gravitation. Donc, Alors j'ai d'accord, pas de mais est-ce qu'il y a un difficulté moment là-dessus. Il y a Juppé beaucoup ou est-ce qu'Alain d'opportunisme. Juppé va Il y a beaucoup s'effondrer? d'opportunisme derrière tout cela. Et puis chacun revendique sa propre liberté. En réalité, c'est sa liberté pour soi-même, je l'ai déjà remarqué. Moi, je suis dans une équipe de foot. J'ai envie qu'on se passe le ballon et j'ai envie qu'on gagne le match. Pour gagner le match, il faut assurer
d'avoir un parti qui joue collectif, et c'est le rôle de Nicolas Sarkozy, faire en sorte le plus longtemps possible que le parti joue ce collectif, sans naïveté, évidemment, et sans non plus prendre tous les coups sans répondre. Et en même temps, chacun sait qu'à un moment donné, il devra se retrouver derrière quelqu'un. Si Alain Juppé gagne la primaire, il aura besoin de tout le monde. Si Nicolas Sarkozy gagne la primaire, et s'il est candidat, puisqu'il n'a pas dit qu'il était candidat, il aura besoin de tout le monde. Et c'est vrai pour tous, c'est vrai pour François Fillon. Vous avez un doute sur le tout fait monde. que Nicolas Sarkozy soit... J'ai aucun doute, mais quand les gens ne sont pas encore candidats, je ne suis pas son porte-parole. Donc Nicolas Sarkozy sera candidat le moment venu, et s'il l'est. Mais il faut travailler sur le fond, il faut débattre. Alors, et c'est l'objet, c'est débattre de l'autorité, de la sécurité, mais débattre aussi de l'économie. L'économie, elle est passée sous silence aujourd'hui. Les chômeurs, ils sont passés sous silence. L'économie, c'est le cœur aujourd'hui des propositions qui doivent être faites. Je rappelais au début de cette matinale que vous êtes secrétaire général en charge du projet. Je suis secrétaire général tout court, mais je gardais le projet en fait. Alors vous êtes en charge de ce projet. Quelle est la méthode ? Et surtout, quel est le calendrier ? Et n'est-ce pas au fond, très difficile de bâtir un projet avec toutes ces personnalités fortes dont vous venez de parler ? Bien sûr que c'est difficile, mais tant mieux. Enfin, rien n'a jamais été facile dans la vie politique. Enfin, sinon, il n'y aurait plus de journalistes, il n'y aurait plus de vie politique, il n'y aurait plus de démocratie. Les débats ont toujours été avivés, parce que le pouvoir a toujours été un lieu où le débat s'avivait. Nous, on fait un projet pour le parti, c'est-à-dire pour tout le monde. Ça veut dire que c'est quoi ? Ce sera le socle commun de tous les on va en discuter. Oui, enfin, les candidats, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. On voit qu'ils sortent des livres, etc. Mais comment vous faites, vous ? Heureusement, et tant mieux. Vous allez faire la synthèse de tout ça ? C'est quoi ? Non, c'est pas un truc à la socialiste avec une synthèse bas de gamme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est dire ce que sont nos valeurs, dire ce que sont nos propositions très concrètes, très précises. Et je m'aperçois, quand je lis les propositions des uns et des autres, c'est souvent de très bonnes propositions que je partage. Et heureusement, je me dis, je suis dans la même famille politique. On en a parlé souvent depuis longtemps. On a siégé parfois dans les mêmes gouvernements. Donc évidemment, il y a des propositions qui sont les mêmes. Et ces propositions, on doit les mettre en avant. Et en même temps, le parti politique, il doit avoir un projet très fort. Nous en discuterons lors du Conseil national, c'est la réunion de l'ensemble du nouveau Conseil national, issu de toutes nos élections qui auront lieu à la fin du mois de janvier. Donc c'est un parti très démocratique. Et nous aurons ce débat les 13 et 14 février sur la façon dont on doit construire ensemble le projet. Quel est ce calendrier ? Puis celles et ceux qui veulent pas, ils veulent pas. L'aboutissement de ce projet, c'est quand ? Ce sera quand ? Le calendrier. D'ici le printemps, d'ici l'été, enfin avant le début des primaires, au fond. Le début des primaires, officiellement, le début des primaires, c'est le mois de septembre. Elles ont déjà commencé, mais c'est le mois de septembre. On doit faire tout ce qui peut montrer aux Français que nous sommes unis, que nous ne cédons pas aux divisions, qu'on ne se chamaille pas, qu'on présente un front commun, que les uns et les autres se respectent. Parce que si on ne se respecte pas, alors on ne gouvernera pas ensemble. Et les Français ils se posent des questions absolument fondamentales. Et on a l'impression, Éric Woerth, que les Français ne vous écoutent pas beaucoup, parce qu'on a Alain Juppé et François Fillon qui se sont déjà affranchis de toute idée d'un programme commun, d'un socle commun, avec leur livre-programme, justement. Mais leur livre, enfin écoutez, j'ai écrit un livre au mois de juin, il a eu moins de succès probablement, enfin, il s'est vendu quand même, il a eu moins de succès parce que je suis pas candidat au primaire, je sais plus. Il y avait vos principales mesures économiques d'ailleurs. Oui, ces mesures, elles sont largement reprises. Qui sont celles qui sont reprises par le MEDEF, par le patronat, on est d'accord ? C'est des mesures chacun. Les annonces de Pierre Gattaz hier. On sait ce qu'on doit faire. Pourquoi ce sont des mesures ? Quand François Fillon ou quand Alain Juppé n'a pas encore parlé d'économie, mais il dira à peu près la même chose, j'imagine. On sait ce qu'on doit faire. On doit rendre la compétitivité des entreprises, même l'entreprise au cœur des projets, c'est-à-dire baisser le niveau de charge et augmenter la compétitivité, ça passe par les charges, profondément réformer le code du travail, c'est un sujet d'actualité et il ne sera pas réformé, réformer le contrat de travail, le volume d'heures de travail, la capacité de le faire en entreprise, réformer les systèmes de formation, faire en sorte que la démocratie soit aussi plus vivante et plus transparente, c'est-à-dire que la 5e République, qui est notre colonne vertébrale, reste évidemment cette colonne vertébrale, mais qu'en même temps elle s'ouvre aux concitoyens ou aux citoyens qui ont l'impression d'être trop loin du pouvoir. Tout ça doit être fait avec des mesures concrètes et dans un temps limité. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on doit baisser la fiscalité et baisser la dépense publique. Éric Woerth, c'est vrai que vous êtes à l'aise pour parler d'économie, parce qu'on voit bien ce qui vous rassemble. Effectivement, sur le plan économique, on va dire qu'il y aurait peut-être des nuances, mais pas plus, entre toutes ces personnalités. Mais par exemple, sur un autre thème, le thème de l'identité, par exemple, là, il peut y avoir de vraies différences. Oui. Là, c'est sans doute plus difficile. C'est vrai qu'il y a des débats aussi là-dessus, mais sur l'assimilation, l'intégration, enfin tous ces sujets, je pense qu'on devra essayer de trancher une partie de ces sujets, si possible, au Conseil national, au moins dans la famille politique, enfin poser ouvertement les questions et appeler celles et ceux qui veulent en débattre à le faire. Mais vous savez,
cette primaire, elle se jouera beaucoup aussi sur la personnalité, sur les sujets qu'il porte, mais au fond sur le degré de réformisme dont il fait preuve, sur sa capacité à incarner l'avenir, sur sa capacité à intégrer à la fois la France telle qu'elle est, et puis en même temps de lui donner un avenir, de dire ce que sont ces nouvelles technologies. Alors justement, quand Gérald Gérald Darmanin dit que Nicolas Sarkozy fait trop de propositions sur l'identitaire, vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il fait Si. évidemment des propositions. Je ne sais pas. Je vois que Nathalie dit la même chose aussi. Mais enfin, rien ne les empêche non plus. Ils ont fait partie de la direction du mouvement. Gérald aurait pu y rester s'il l'a souhaité d'ailleurs à un moment donné. Donc il faut bien. Vous voyez bien que la France elle est déboussolée. Et on ne peut pas uniquement la rassurer par des mesures techniques. Il faut des mesures techniques. Les gens ne nous croient pas. Si on dit qu'on va faire baisser le chômage, aujourd'hui ils ne croient pas. Ils ont bien raison. Le président de la République depuis 3 ans dit la même chose. Et on voit bien qu'on a des problèmes d'identité très très fortes. L'accueil de l'autre, la façon de vivre avec l'autre, la façon de respecter l'autre, tout ça pose des questions. La relation aux religions, la relation avec l'islam, d'une manière très claire, pas uniquement l'islam intégriste, mais l'islam quotidien de tous les jours. Tout ça doit être purgé en France, sinon on n'a pas de destin commun. Éric Woerth, une question personnelle pour terminer. Vous avez exercé le pouvoir, vous avez été dans l'opposition, en tout cas pendant 5 ans. Est-ce que vous changeriez des choses dans votre attitude à vous face au pouvoir si vous y revenez? Je pense qu'il faut beaucoup de détermination. Il faut beaucoup de dialogue avec les Français. C'est jamais très, très facile parce que c'est 65 millions de personnes qui pensent 65 millions de choses différentes souvent. Mais enfin, en même temps, il faut résumer les choses. Il faut surtout être très clair. C'est la clarté qui, aujourd'hui, je pense, est le cœur du débat et c'est la profondeur des réformes qu'on est capable de mener. Merci. Beaucoup de courage et beaucoup de clarté. Merci Éric Woerth. Je rappelle, vous êtes député Les Républicains de l'Oise et secrétaire général des Républicains, en charge également du projet. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos d'Éric Woerth sur ce plateau de la matinale ce matin, avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Nathalie Moret du Républicain Lorrain. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et j'accueille Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées du groupe Sud-Ouest. Bonjour Jean-Michel. On démarre avec les propos d'Éric Woerth, qui était notre invité dans cette matinale d'info ce matin, sur les limites de l'état d'urgence, avec des individus, en l'occurrence mineurs en ce qui concerne le cas de Marseille hier, qui échappent au radar, comme le dit le procureur de la République de Marseille. Est-ce qu'il n'y a pas une limite de cet état d'urgence, justement, notamment via l'Internet ? Je ne sais pas s'il y a une limite. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place justement pour faire en sorte que le domaine d'Internet soit aussi surveillé. Je note que Éric Woerth a essayé tout de suite de remettre le problème sur Christiane Taubira, qui est la tête de turc préférée des leaders du parti Les Républicains. Après, oui, il y a des limites et on en voit l'illustration avec ce fait divers absolument abominable. Jean-Michel Elvig. Oui, il n'y a aucune loi, qui pourra faire de sorte qu'il n'y ait pas des fous comme ça, des plus ou moins endoctrinés sauvagement de telle ou telle manière. C'est Internet, c'est un accès, en plus c'est un jeune kurde, ce qui est évidemment encore très particulier, un Turc d'origine kurde qui devrait se sentir plus ou moins quand même solidaire des Kurdes par rapport à l'État islamique. Donc tout ça est absolument imprévisible. Voilà. La loi sur l'état d'urgence est beaucoup plus pour répondre à des situations dramatiques comme on en a connu l'année dernière à 2 reprises. Pour rassurer les gens aussi, pour rassurer l'opinion. Faciliter les enquêtes, rassurer l'opinion, mais jamais, aucun politique, qui soit de droite ou de gauche, peut dire qu'il y a une méthode qui soit fiable à 100%. Justement sur Christiane Taubira, cible préférée de la droite, est-ce que ça ne devient pas un inconvénient majeur pour François Hollande, à la fois dans sa propre majorité, mais également vis-à-vis de l'opposition, comme disait Nathalie Moret, il fonce dessus. Oui, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Enfin, dans une période particulière. Le Taubira bashing, c'était beaucoup lié à la réforme de la procédure pénale qu'elle avait, de la loi du code pénal qu'elle avait mis en œuvre. Donc c'est pas d'hier. Que ce soit un inconvénient, c'est à la fois un inconvénient parce qu'effectivement on voit mal comment elle peut défendre le projet sur lequel elle est en désaccord. Ce que disait Éric Woerth. On pourrait penser, comme il y a 2 articles, l'un sur l'état d'urgence, l'autre sur le code de la nationalité, sur la nationalité, qu'elle défende l'un et pas l'autre, laissant à Manuel Valls l'affaire de la déchéance. C'est un peu acrobatique. Je pense elle va être
il y aura un petit remaniement qui permettra de régler ça, probablement. Alors, on va passer au propos d'Éric Woerth sur les Républicains, dont il est chargé du projet. Vous avez noté qu'il nous disait, au fond, qu'il ne va pas faire la synthèse, il va faire le propre projet des Républicains, et puis adhérera ce qui voudra adhérer. C'est un peu ça, Nathalie Moret, les propos d'Éric Woerth. Éric Woerth, je le trouve très courageux parce qu'il est en charge du projet du Parti Les Républicains et un projet qui ne va servir absolument à rien. Puisqu'on voit bien que depuis des mois, chaque candidat à la primaire, qu'il soit déclaré ou non, travaille sur son propre projet. On a déjà une antériorité par rapport à ça. On a bien vu le programme du Parti Socialiste en 2011 qui a été présenté, je m'en souviens très bien, c'était au printemps. Après, ça n'a servi absolument à rien. François Hollande, qui a été désigné par la primaire, a fait son propre programme et il a mis au sein de son propre programme un petit peu du programme de Martine Aubry, un petit peu beaucoup du programme de Arnaud Montebourg qui avait 17%. Voilà, c'est comme ça que se construira le programme du Parti Les Républicains une fois que le candidat sera désigné par la primaire. Jean-Michel Elvig, est-ce qu'on n'est pas un tournant au fond dans cette période de positionnement pré-présidentiel avec Nicolas Sarkozy qui baisse de moins 9%, 18%, moins 18% chez les sympathisants républicains, François Hollande qui baisse aussi. Est-ce qu'on n'est pas au fond à un tournant dans cette période ? Je serais tenté de vous dire que des tournants, il y en a à peu près tous les 15 jours ou tous les mois, du fait de circonstances que ni vous ni moi, et encore moins eux, ne maîtrisent. Donc soyons prudents, il y aura beaucoup de zigzags d'ici la primaire. Il a pas tort quand il dit qu'au fond, ils ne sont pas en désaccord sur le fond, sur l'essentiel. Nicolas Sarkozy veut faire un projet qui ligote les candidats à la primaire, mais bon, en réalité, les gens qui vont aller voter, ça sera à droite comme c'était à gauche, c'était quel est celui qui peut gagner le plus facilement, qui peut faire gagner le plus facilement notre camp. D'une certaine façon, c'est un concours de beauté, peut-être pas, mais disons de qualité, de caractère. Il y a un désir de gagner chez le peuple de droite qui est absolument énorme. Vous voulez dire qu'ils deviendront légitimistes plus ils avanceront. Peu importe. Je suis absolument convaincue que les gens voteront pour celui qui est le plus en situation. Aujourd'hui, c'est clair qu'Alain Juppé a le vent dans le dos. Il n'est pas certain qu'il ait encore le vent dans le dos au mois de novembre. Et les questions identitaires dans le débat, elles vont être cruciales ou pas, Jean-Michel Elvig ? Là encore, oui, a priori, au jour d'aujourd'hui, on peut dire oui. C'est vrai qu'il y a toute une interrogation sur la question de la nationalité. Il a voulu les gommer, lui, hein, il a voulu... Il y a deux lignes, de toute façon. Oui, il y a deux lignes. Il y a une ligne très identitaire, très droitière, et puis une ligne qui est plus économiste, version libérale. Oui, on retrouve des configurations qui, sans être identiques, sont voisines chez les socialistes. C'est vrai qu'il y a une interrogation sur la nationalité. La question de la déchéance de la nationalité renvoie à un débat plus général sur qu'est-ce que c'est que la nationalité. Est-ce que c'est seulement une question juridique de pure égalité ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? On revient sur le profil d'Éric Woerth lui-même. C'est un ancien juppéiste, en tout cas il appartenait aux amis d'Alain Juppé, il a soutenu François Fillon contre Jean-François Copé dans la course à la présidence de l'UMP. Est-ce qu'il est justement bien placé, maintenant il est proche de Nicolas Sarkozy, pour faire un peu cette forme de synthèse, Nathalie Moret, sa personnalité à lui? Oui, c'est un bosseur, Éric Woerth. Il a été au budget quand il était dans le gouvernement. C'est quelqu'un qui a la réputation, effectivement, d'être le nez dans les dossiers, de bosser. J'ai relu d'ailleurs, j'ai lu son livre qu'il a sorti au printemps dernier, qui est effectivement très documenté, très clair, très... Voilà. C'est l'homme qu'il faut? C'est l'homme qu'il faut pour cette quadrature du cercle? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de gens qui correspondent à ce profil-là au Parti Les Républicains, mais oui, je pense que c'est pour l'instant. Jean-Michel Elvig. En tous les cas, c'est celui qui est le plus compatible avec l'ensemble des candidats actuels ou à venir de la primaire. Il pourrait faire un Premier ministre pour l'un quelconque de ces candidats. Il y a beaucoup de gens au Parti Les Républicains qui sont Juppé, Sarko et tout ça compatibles, parce qu'effectivement, il y a un attentisme très fort, en tous les cas, chez les parlementaires. On va passer à vos unes, celle de Nathalie Moret du Républicain Lorrain, qui est une qu'on voit à l'instant, je la décris, c'est un David Bowie avec une photo magnifique qui rejoint son étoile noire. Et oui, David Bowie nous a quittés hier, mais les grands artistes... C'est une référence à son dernier album, bien sûr. Absolument, et les grands artistes sont immortels, donc voilà. Et celle de la République des Pyrénées, qui appartient au groupe Sud-Ouest, Jean-Michel Elvig, c'est une alors plus locale, avec une démographie, ce qui a vraiment changé en Béarn. Oui, c'est l'analyse des résultats définitifs du recensement de 2013. Il y en a un en ce moment en cours, puisque c'est tous les 3 ans, qui montre un phénomène
phénomène qui est assez fréquent maintenant, qui est le dépeuplement des centres-villes au profit, d'ailleurs, non pas seulement, enfin, pas de l'agglomération de Pau, mais au-delà de l'agglomération pour des raisons de coûts fonciers, etc. Et ça changera, j'imagine, la carte électorale, ça. Ça change aussi un peu les dotations financières. Merci Jean-Michel Elbig, merci Nathalie Moret. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio, et les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée. Merci et à demain. Bonne journée.